2022, thématique là, c'est financer les micro, petites et moyennes entreprises. Très souvent en Haïti, on a parlé d'entreprise, nous concentrer dans la production alimentaire, production agricole, nous mettons dans la production industrielle et nous pensons entreprise, c'est là-dedans pour capable de faire organisation. Or, l'université, c'est lui qui a produit le monde qui peut travailler dans ce secteur-là. Et dans le pays en Haïti, je pense que les parler d'éducation, que pas grand faire l'argent qui passe là. Parce que lié mon business là avec l'éducation. On met que social business, à savoir son business qui n'a pas de finalité pour le riche, mais il faut le préparer pour qu'il y ait pile de postes à faire. Il y a deux grands choix faits dans le monde. Et le pays comme la France, de ça vous faire eux-mêmes, l'éducation publique là, c'est très fort et supporter de manière considérable. L'autre comme les États-Unis, ça dit c'est business lié, l'université extrêmement cher, le produit qualité et le mettre sur le marché. Donc, en Haïti, nous devons regarder comment l'entreprise a fonctionné. On vient dire entreprise, que nous considérons comme entreprise sociale, mais comment elle a fonctionné. Parce que dans pile de postes, il faut payer professionnel. Parce que si on ne paye pas, il faut pas bien de service. Et nous allons regarder, je dis là, avec un monde qui est dans le secteur. C'est pas qui a signé, qui est busy, nous allons dire pour l'école informatique, capable de savoir qui gagne dans le pays. Et pour l'autre secteur, qui lui-même a support, ils font partie du travail de l'État, que help, et qui ça vous fait eux-mêmes, ils vont essayer de lever l'argent pour être capable de payer l'université à petit monde. C'est Gary Davis qui avait là, le help, et nous allons chuter avec tout monsieur Sarou, on fait une bonne réflexion dans le sommet international de finance, en général, il est capable de parler de business, même business dans tout pour marcher bien, il faut un bon capital. On salue d'abord l'enseignant, Patrick, merci pour l'invitation. Merci à toi, Kessner. Merci à toute ton équipe et merci à tous les auditeurs à venir qui écouteront les idées que nous allons essayer de partager ensemble. Gary Delis, tu es capable de dire perdu là, il est extrêmement important pour là parce qu'au côté comme, tu es capable de dire, mais mon patron, pour certaines universités, pas pour ici, parce que l'argent, c'est lui qui va permettre de faire un meilleur service là. Nous sommes bienvenus pour répondre à l'invitation, participer à ce sommet international de la finance. Bonjour Kessner, je me sens honoré pour l'invitation ça, qui c'est la première fois, mais moi, sommet ça, presque une tradition. Donc, je salue tous les téléspectateurs qui probablement prennent rien pour suivre l'émission ça. On a appelé cette 12e édition. Sans arrêter, même lorsque tu as un gros choc Covid, nous continuons. Et en essayant de faire une innovation entre les secteurs de sport, de musique, de université que nous, en général, pas qu'on ouais, on a fait business, on a fait l'argent, quelque chose. Eh bien, pour ces premières questions, Patrick Atiye, parlez de l'école, est-ce que tout le bagage c'est gratis? Est-ce que vous pas dépenser l'argent pour faire l'école fonctionner? Comment vous même faire face à ça? Bon, mettez-nous en ambiance ESI qui a travaillé pendant une année, qui l'argent dépensé et qui l'argent que la patrie pour être capable de jouer comme entreprise, comme organisation, ça a aussi représente. Bien, donc, pour répondre rapidement à ta question, Kessner, l'ESI est un établissement d'enseignement supérieur qui a été fondé en 94, si je ne dis pas de bêtises, 94, et qui est essentiellement concentré sur deux domaines, qui sont donc les sciences informatiques, la technologie en général, domaine sur lequel l'institution s'est construite, si je puis dire, et plus récemment, c'est-à-dire depuis quelques années, les sciences de la gestion sur demande des employeurs qui ont estimé que cette double compétence technologique-gestion était aujourd'hui indispensable, qu'on ne pouvait plus être concentré juste sur un domaine parce que ça mettait en danger la capacité, je dirais, d'évoluer dans une carrière. Donc, on est concentré sur les sciences informatiques, on a un taux d'employabilité en niveau première année de master qui est très, très élevé, un taux d'employabilité qui est aux alentours de entre 40 et 50% sur la licence. Nos employeurs sont essentiellement le secteur public, qui est un excellent employeur, le secteur privé, bien sûr, les banques, les compagnies de télécommunications, les petites et moyennes entreprises, et un secteur que nous avons découvert récemment, on pourra en parler tout à l'heure, peut-être plus en détail. Maintenant, un des éléments, un des défis que nous essayons de relever, puisque nous essayons de, comme disent les Américains, de mettre notre bouche où est notre langue, d'une certaine manière,
c'est de se positionner sur des créneaux à très forte valeur ajoutée en partant de l'hypothèse que ces créneaux aujourd'hui sont très accessibles en termes de coûts et de complexité et qu'il s'agit de travailler pour pouvoir se les approprier et devenir très rapidement compétitifs par rapport à des travaux, des solutions qui pourraient être développées par les Chinois, par les Indiens, les Sud-Américains et même, pourquoi pas, les Européens et les Américains. Donc, aujourd'hui, pour nous, lorsqu'on parle de leapfrogging, donc de ce saut de grenouille, c'est-à-dire ce saut important, ce saut qualitatif et quantitatif, il est dans ces secteurs-là, dans ces secteurs d'intelligence artificielle, de blockchain, le big data, etc., etc. On en a souvent parlé, vous les connaissez bien, à se positionner sur ces marchés-là, parce que c'est là aujourd'hui qu'il y a effectivement une croissance exponentielle, une croissance de marché et réellement des modèles économiques intéressants à placer derrière. Donc, on est en train de se positionner là-dessus. Et deux exemples de ça, c'est la réactivation, je dirais, il y a environ 2 ans, de notre labo de réalité virtuelle et de réalité augmentée, dont le site web est accessible en ligne avec tout le travail que nous faisons. Et plus récemment, sur la mise en place d'une activité de sciences des données, activité de formation accélérée en sciences des données de type bootcamp, pour commencer à préparer nos étudiants dans ces secteurs avec certains partenaires locaux et étrangers, donc pour se préparer de manière accélérée dans ces secteurs, parce que c'est aussi une des hypothèses sur lesquelles on essaie de fonctionner, c'est qu'on peut devenir compétitif sur ces secteurs, non pas en 10 ans ou en 5 ans, mais en 1 an, 2 ans, je dirais maximum, si on fait le travail qu'il faut. Ce n'est pas si facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est faisable. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Avant de passer à Gary, on essaie de garder de manière très simpliste fonction-production. Vous dites dans le domaine informatique, il faut un building, même si on n'a pas de numérique de dia, il faut un building pour mettre les élèves dans la salle de classe. On y a dans l'informatique, il faut acheter un ordinateur. On y a un software qui tout le temps, pas qu'à la piraterie, parce que son école est éthique là-dedans. Professeurs dans le domaine, ça, il faut payer bien. Donc, nous regardons tout coût qui gagne pour capable d'envoyer l'école là comme ça. Lorsque nous regardons chaque élève pour mettre chita dans la salle là, pour monter dans sous les pour faire collège, il faut que pour là, élève là paye un code, soit directement ou indirectement, de façon à couvrir pour ça, pour l'unitaire là, pour l'unitaire, qui est capable de permettre que 94 à nos jours pour être en vie. Donc, montrez-nous ça puisque nous avons l'aspect entreprise. Parce que dès la période de social business, pour eux toujours là, il faut entrer comme. Quelle que soit la façon d'entrer comme là, il faut entrer pour couvrir pour. Sinon, en 1998, en 2010, vous avez fermé parce que si pour unité a dépassé cette unité-là, vous n'êtes pas capable de tout c'est notre poche pour retirer l'argent, on va fatiguer. On entre dans ça, pour nous comprendre, et ma pina Gary pour qui rôle Gary gagné pour diminuer la pression quoi, puisque moi, je simplifier, on prend un goal chaque fois qu'on investit, on buy goal chaque fois qu'on bloque. Donc, équilibre là, comment on atteint? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, 80%, disons entre 75 et 80% des revenus de l'institution sont les revenus de la scolarité payée par les étudiants. Et je dirais une vingtaine de pourcents sont des revenus de projets, de revenus donc de collaboration sur des projets locaux ou essentiellement, je dirais, internationaux. Notre objectif, c'est d'être de moins en moins dépendant des revenus des scolarités étudiantes et de dépendre de plus en plus des revenus, des savoir-faire que nous essayons de développer, qui, eux, on l'espère, pourront se greffer sur un modèle économique important derrière. On peut prendre l'exemple, par exemple, du MIT, où plus de 60% des revenus du MIT sont des revenus du sponsoring et de la recherche. Donc, ce n'est pas la scolarité. Et Dieu sait si la scolarité à MIT est quand même élevée. Et pourtant, la scolarité à MIT ne représente qu'à peu près 10% des revenus annuels du MIT. Donc, c'est un modèle intéressant. Bien sûr, c'est le MIT. On n'est pas le MIT, loin de là. Mais c'est quand même intéressant de se pencher là-dessus. Et dans un pays où les gens ont les moyens de payer des scolarités très chères, malgré tout, la scolarité ne représente que 10% des revenus du MIT. Imaginons dans un pays maintenant, prenons Haïti, où les gens n'ont pas les moyens de payer des scolarités très chères.
c'est encore plus important de développer cette vision et cette capacité à avoir un savoir-faire que nous pouvons vendre. La question fondamentale pour nous aujourd'hui, c'est de dire, OK, les I existent depuis, je pense que c'est une question qu'on peut se poser au niveau de l'écosystème, mais les I existent depuis 94-95. Qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sait faire qui peut intéresser des partenaires sophistiqués étrangers, etc., là où il y a vraiment de la valeur ajoutée, là où ils sont vraiment prêts à payer une plus-value pour un travail que nous ferions. Et cette question, elle est fondamentale aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre écosystème, la réponse est insuffisante dans ce domaine. Et donc, si tu veux, la réalité pour nous, c'est d'être donc de moins en moins dépendant de la scolarité étudiante et d'essayer au fil des années d'augmenter nos revenus provenant d'autres sources, essentiellement les productions liées à un savoir-faire que nous devons développer. Très bon point. Excusez-moi si je me retire le tout groupe bête pour te mettre là, parce que ça qui est intéressant, c'est de mettre business model organisation et pour comparer, pour faire ça les benchmarking. Voilà, modèle américain extrêmement cher, comme on dit. On dit seulement 10% sur scolarité à l'horizon. Or, l'école l'achète. Et nous toujours dit que si pour que l'école aux États-Unis, l'université enseignement supérieur, dépend de l'élève, eh bien l'argent pour l'élève taper par l'école. Ouais. Bien dit 60%. Donc les grandes universités, ce qu'on appelle les alumni, les anciens côtés comme pour permettre que le système ne fonctionne. Ou bien, un petit tout que la gagne avant, c'est même bagaille. Et faire diversification au sorti. Qui projet pour le faire? Donc, il faut regarder mon université qui peut permettre que on sorti de ça nous capable de retenir l'argent pour dans le cas là, mais le plus d'argent quand dans le cas là, et même les fonds fédéraux. C'est-à-dire que l'université américaine, il y a bien droit à un contrat du gouvernement fédéral là, dans le budget pour favoriser tout ça. Donc, un partenariat public-privé, il n'a pas dans l'autre pour plus comme pour fonctionner. Et c'est ça qu'on a cherché. Le panel, ça, c'est surtout faire moins comment que faut mettre l'argent dans l'université parce que l'on va mettre l'argent, eh bien, si on va chercher qualité à l'autre côté, il va agir sur l'argent qui sorti dans le pays, tout en a parlé de importer manger, mais importer le savoir également. Pour qu'on va faire sortir là, avant de prendre schéma, ça très intéressant, je vais mettre au operating revenue fund. J'espère que tu peux voir, que tout le monde peut voir la diapo que j'ai partagée. On peut voir ici les 10% qui représentent les revenus du tuition, donc aux scolarités étudiantes. Merci. Et vous bien mettez là, nous voyons que c'est seulement 10% que ça représente. Et l'université, dernièrement, je suis l'université d'État d'Haïti qui a plein pour faire l'argent, et nous avons une émission spéciale sur bagage ça tout. Pour l'université et l'État, qui comprendre ni qu'à vendre des services, l'État, c'est pas simplement l'argent qui a rentré. Activement côté pouvoir d'achat extrêmement faible. On passe à Gary Mounia là. Gary, dis-moi qui soit représenté au niveau des universités privées, ça, aussi, de l'université Piscaya, Notre-Dame, ou pas choisir l'université publique comme l'État, et puisque l'université privée n'a pas comme l'État du tout, et c'est pas normal, parce que si on a l'université privée, parents payent taxes même gens, n'a bien dans ça à l'heure, mais dis-moi pas où, pour qui ça coule là, pour que ça n'invite, est-ce que ou jouons l'important dans l'université privée haïtienne? Bon, avant, l'important comme dit Mounio qui ça help là, help c'est Haitian Education and Leadership Programme, c'est le plus gros programme bourse d'études qui gagne en Haïti actuellement. Donc ça nous fait, et nous soutenons étudiants en premier cycle, nous gagnons un programme innovant en leadership, et puis nous avons un paquet de services que nous avons étudiants. Les maps de services, bon, Connor qui c'est cofondateur, parce que moi, je suis fondateur Help. Connor dit que les services que Help là, en principe, une université aux États-Unis bail tout. Et nous-mêmes, c'est deux services que l'université en Haïti, pas bail, nous essayons de compléter à côté de l'instruction université à bail. Donc, pour bon chiffre, nous avons une étude que vous faites et pour nous, qui c'est Northyard Economics, qui estimait que un étudiant HELP, l'elle fini, l'a porté $300,000 américains pour toute ville sous PIB local. Donc, qui mission nous? Mission nous gagnons, c'est construire et former de jeunes leaders professionnels qui peuvent contribuer activement pour Haïti, puis juste. Et
comme nous rentrons, et le problème dit comme rentrer, moi, je voulais parler de COB qui sorti aux États-Unis, qui 90%, et reste 10% sorti en Haïti. Nous avons 3 millions de dollars qui rentrent dans nous chaque année que nous distribuons, bon, nous partageons avec l'université. Mais ce n'est pas ça seulement parce que nous nous développons un curriculum de 4 ans en leadership, de 4 ans en anglais et puis de 2 ans en informatique. Et vous avez parlé d'un bail intéressant à l'heure, c'est alumni qui ça au bail. Eh bien, moi, j'ai une grosse nouvelle pour vous à travers le programme que vous connaissez, nous gagnons depuis 2010 qui est le Corim. Actuellement, alumni nous ont contribué à 6 000 dollars américains par mois et nous presque arrivés dans 160 000 dollars américains depuis que ça a commencé. Nous espérons avant fin d'année, on a privé dans 200 000 dollars. Donc, mais ça, nous potons pour l'université, mais nous potons tout pour Haïti en général. Et je peux dire que nous avons formé 300 étudiants gradués. Bon, contrairement à Patrick, c'est privé qui absorbe nous. Nous avons quelques personnes dans l'État tout. Et tout, m'a dit que nous jouons un petit support dans l'État haïtien. De quelle façon? Nous avons un FNE qui bat nous un support. Et puis nous avons un BRH qui presque bat nous support financier. Ça nous fait Patrick un peu plaisir là. Patrick, vous mettez tableau pour nous encore, graphique là et sur l'écran. Attendez-moi quelques secondes. On est capable de faire analyse comparative là et pour regarder des modèles là et pour que toute université, que le public, que le privé, pour voir comment structure là, comment l'argent entre. Parce que c'est pour un pays qui est comme assez. Est-ce que l'alumni apparaît là, Patrick? Moi, investment. Je ne sais pas, ça apparaît peut-être sous une autre rubrique. Mais si tu regardes les différentes rubriques, tu verras, tu as 19% Research Revenues Campus, tu as 27% Research Revenues Lincoln Laboratory, donc un laboratoire, la production d'un laboratoire particulier du MIT. Tu as Research Revenue avec Singapour, avec une alliance Singapour-MIT. Donc, on a du research revenue un petit peu partout. On a 23%, on n'en parle même pas, les retours sur investissement sur leurs opérations. Donc, finalement, les tuitions là-dedans représentent une petite partie des choses. Qui est une big question qui est sur opération, c'est là le capable de venir. Tout à fait. Patrick, bon, qui est important. Alors, si tu me permets, un autre point important par rapport à ce modèle, c'est que ça les rend beaucoup moins dépendants des crises qui peuvent se produire. Par exemple, en Haïti, lorsque nous avons un modèle qui est quasiment entièrement dépendant des revenus étudiants, lorsque, par exemple, on est fermé pendant 6 mois à cause du Covid, ça devient un gros problème. Lorsqu'il y a une crise, un lock pendant plusieurs mois, ça devient, donc on est très dépendant, nos états financiers deviennent très dépendants des crises économiques qui peuvent se produire dans le pays ou des crises sécuritaires. Alors que en étant de moins en moins dépendant de ça, ça nous permet aussi d'être beaucoup plus résilients lorsqu'il y a une crise locale. On a allé dans Investment Returns to Operation. C'est fondamental. Ça, l'université a fait. Pas oublier, nous, dans le sommet finance, on n'a pas parlé de financement. Ça, l'université a fait, on va le trust fund. Il dit, comme que notre réel pas dépenser tout comme là, comme l'immobiliser. Et il y a des gens dans l'université, ça a fait, c'est des professionnels de la finance. Ils ont même l'argent pour faire l'argent, travail. Et c'est rendement ça qui va permettre que l'université pour aller chaque année. Pas l'argent pour tout le temps dépenser l'autre. Il mettait comme de côté, trust fund. Et comme ça, il va le rendement. Et il va dire nous que mon responsable de trust fund touche plus comme conseiller de l'université que le président de l'université. Oui. Donc, voilà le schéma ça pour mettre pour moi qui est extrêmement intéressant. Et on a parlé de l'université, de l'éducation supérieure, mais nous, le financement sont un élément fondamental et c'est exactement ça représente. Mais je dis à la, ou pas qu'on a le modèle ça, mais est-ce qu'on est capable de voir un bagage comme ça si on mobilise un fonds dans les universités privées ou encore la CAIPAO pour nous être capable de permettre que j'en se dis les risques politiques, risques des désastres naturels, risques sanitaires, pour que n'est pas bon ou capable de dépasser plus ou moins sans trop danger pour l'université à la carrière disparaître.
Je dirais que pour arriver à ça, Kestner, il faut que nous investissions d'abord. Hein. Comme tu sais, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut d'abord investir massivement. Massivement dans quoi? Dans le développement de nos capacités à produire de la valeur ajoutée, c'est-à-dire développer la matière grise. Et aujourd'hui, la demande à l'échelle internationale, on sait que le marché haïtien est un marché qui se renouvelle très peu en ce moment, qui a une capacité d'absorption qui est relativement faible. Et donc, on doit aller chercher ailleurs les opportunités. Et ces opportunités, elles existent. Mais pour pouvoir les capter, nous devons avoir des gens extrêmement bien formés, extrêmement compétitifs et extrêmement pointus. Et aujourd'hui, si tu reprends le schéma du MIT de tout à l'heure, on verra que c'est dans la recherche que les revenus se trouvent pour MIT. Ça veut dire que MIT a passé des années à développer des capacités de recherche très pointues, à construire des laboratoires très pointus, à engager maintenant les personnels, à former les docteurs, les chercheurs, etc. dans leurs laboratoires pour produire cette valeur qu'ils vendent aujourd'hui très cher. C'est un peu, tu sais, la stratégie de l'océan bleu que tu connais, où on cherche à rester dans l'océan où il y a peu de poissons et pas dans l'océan rouge où tous les poissons se mangent à longueur de journée. Donc MIT et d'autres, hein, c'est un exemple parmi d'autres, MIT se positionne littéralement dans l'océan bleu. Moi, je crois que professeur Leslie Maniga raison là, elle dit comme ça que l'université, ce n'est pas un côté pour faire enseignement, parce que c'était on veut le mot de dire que l'université haïtienne, c'est du secondaire prolongé. Parce que c'est parce que même bagaille fait dans le secondaire que fait dans l'université. Mais là, ce que nous avec recherche, l'université, c'est oui l'enseignement, mais c'est la recherche. Donc, si une université n'a pas de recherche là-dedans, vous parlez de l'université. En Haïti, moi, ça va galvauder c'est aussi en pile. Donc, Gary, on regarde ça, ou même, je parle de 3 millions de dollars, comment mobiliser comme vous? Côté l'argent, ça sorti. 3 millions de dollars sont bons types comme pilier. Comment arriver à mobiliser comme vous? Mon cher, comme nous avons commencé avec un seul étudiant, c'est à 100 dollars haïtiens que nous commençons. Donc, nous toujours 100 dollars haïtiens que j'ai commencé. Nous toujours dit que chaque service que j'ai développé, c'est une réponse à un besoin qui sortit dans mes étudiants, qui sortit dans mes universités. Ça nous fait recherche pour nous garder qui ça université au manqué, c'est évident sous modèle nord-américain pour nous et qui ça nous-mêmes nous capote. Comment nous fait pour nous mobiliser fonds? Mon cher, nous utilisons tout moyen de 1 dollar à 3 millions de dollars. Nous demandons tout le monde. Alors, ça nous devine fait comme stratégie parce que nous avons 90% fonds nous sortis aux États-Unis, dans mes gros bailleurs, Kellogg et HTF, mais nous devons que ce n'est pas bon pour nous seulement concentrer sur Haïti, nous développer deux stratégies en Haïti. D'abord, c'est à joindre gros business Haïti. Donc, pour Brana, Barbancourt, qui ont même et support. Mais après, nous venons développer, ça nous relève, nous mettons en direction de développement en Haïti, qui c'est Daphné Charles Cap dirigé. Une dynamique qui, chaque jour, tout côté, frappé pour tout le monde, frappé pour l'État, et c'est comme ça nous joignons. Mais Mekadou, ce n'est pas une activité qui est facile. Il faut qu'on travaille en pile en Kaila. Il faut qu'on montre d'abord, ou pas qu'à dire un bagaille, et puis on fait l'autre bagaille. Il faut qu'on quitte l'espace pour étudiants. Parce que c'est fondamental que vous faites étudier un bon sentiment d'appartenance. Yo conscient que gen ou moun jeudi à Cap Baïkop et qui prêt tout pour faire ambassadeur de tout côté. Que c'est en Haïti, nous fait lever et nous fait lever de fonds en Haïti, que c'est aux États-Unis, nous fait lever de fonds. Et qu'on y a une ouverture sur l'Europe tout pour nous si n'a jeune quoi. Mais ça qui était fondamental, c'était l'État parce que chaque fois où on demande un donateur pour me dire et l'État paye ou là qui ça le ba ou. Bon, m'gadou mettre pied dans de l'eau, m'parler avec tout le monde que suis capable et je dis à qui fait que nous gagnons deux institutions dans l'État qui ba non support. Bon, c'est pas en pile par rapport à dépenses là parce que chaque étudiant coûte nous 12 000 dollars US pour tout service que nous bail. Si vous permettez moi questionnaire m'gadou tout service que nous offrons étudiants. Avant de développer ça et
combien ça coûte en dehors de l'autre bagage ajouté pour ta payer une université privée en moyenne dans le pays d'Haïti? Ça coûte quoi? Et en moyenne, il coûte nous presque $2,000 américains. Je ne vais pas dire qu'il bombe $2,000 américains, mais c'est Patrick m'a donné secret nous. Okay? Donc c'est il coûte nous $2,000 par étudiant pour deux sessions. En moyenne. Patrick, ça coûte dans notre pays. C'est ça, les peanuts, c'est son monnaie. Et alors, non, excuse-moi, Kessler, vas-y. Non, ok, d'accord. Là, dis quoi, regardez combien comme nos pays dans l'université, que dans l'Europe, que les États-Unis, bon, il y a des pays côté que ils coûtent de l'argent, mais c'est l'État qui paye. Donc, nous, ouais, que c'est pas un gros l'argent que lié. Donc, pour qui ça me dit ça, même si nous mettons l'université publique en Haïti, coûte l'État l'argent, là, on se fout de parti, que le médecin, que le ingénieur, que le avocat, après, au parti aux États-Unis. Est-ce que le groupe ça ne va pas supposer cibler parce que nous parlons de quel nous parlons de notre groupe, organisation internationale. Est-ce qu'il ne va pas supposer cibler pour nous dire bon, comme tourner pour nous permettre que l'université a fonctionné bien en Haïti parce que l'organe des facultés de médecine publiques là, qui produit des médecins, qui aujourd'hui travaillent aux États-Unis, qui a fonctionné bien et puis bien parfois que étudiants payent paquet comme aux États-Unis, comment on a ciblé le monde pour dire quand on dit comment retour pour nous produire capital humain pour que nous capable de plus de ressources humaines qualifiées. Comment on groupe ça est possible déjà? Est-ce qu'on parle avec moi ou bien Patrick? On parle avant parce qu'ils sont capables de l'argent, Patrick lui-même de recevoir à lui. Bien sûr. Nous te dit que grâce à support Banque interaméricaine de développement, nous avons développé un programme COREM qui c'est contribution régulière pour l'éducation qui a multiplié. Côté que, dans le premier temps, nous avons demandé aux étudiants pour 15% de revenus pendant 9 ans. Bon, c'est un pile plein. Je me rencontré un journaliste. Monsieur dit, mon cher, on fait rêve. Haïtien, pas qu'on retourne un cob. Parce que nous n'avons pas de culture, ça. C'était le plus gros défi que nous avons. Là, nous commençons à mettre des programmes en place. Nous avons 20 étudiants UEH qui quittent. Bon, ça fait sens. Parce que vous ne pouvez pas payer un pile UEH et vous pouvez demander après pour retourner au revenu, donc vous quittez. Donc, et ça fait, et on a raison qui fait que nous concentrer et nous chercher l'université privée au plus. Parce que là, bon engagement. Mais pour nous faire, pour nous faire suivi avec eux, son travail en dedans qui fait. Nous travaillons à deux niveaux. Nous avons un travail d'éducation, d'appartenance que nous faisons avec eux. Bon, nous avons un côté répressif que nous pouvons utiliser. Ça veut dire système légal pour faire monde tourner. Mais moi, je crois que meilleur moyen, c'est parler avec nous. Pour aujourd'hui, et c'est la première fois ça fait dans l'histoire de l'éducation supérieure, que vous avez des gens qui finissent, et puis vous demandez de retourner comme et chaque mois, régulièrement, vous avez comme baou. Pour les gens qui, par exemple, parce que nous avons des étudiants qui aux États-Unis, non seulement nous avons des étudiants qui ont un programme COREM qui bail comme, nous avons des étudiants qui hors COREM, parce que COREM, c'est dans le temps nous venons développer. Puisque il a commencé en 96 et puis c'est en 2010-2011 que nous vivons le programme COREM. Donc, plus important, moi, je crois que son éducation pour nous. Et là, nous faisons ça, nous mettons deux programmes qu'il y a avec vertu citoyenne. Parce que là, on étudie, on timoun, parce que nous cherchons chaque année en province, ou mener au Port-au-Prince, il y a des gens qui font geste, qui bat un cob. Libo ou comme liba même qu'on moun nan même. Qui ça pour dire un américain qui est intelligent qui est comme lui qui soit deal pour retirer comme dans poche pour le bon cob. Ça son gros travail. Donc le monde ça qui jodi a si c'est pas de ça, il pas ta font carrière universitaire et l'aime de ça que c'est on a cherché étudiant en dehors. L'aime dit en dehors quand on quitte machine ou besoin à la pied pour aller chercher ti moun ça que me porter pour Patrick avec Jackie. Vous comprenez? Donc, pour me porter. Donc, bon travail pour faire à travers le programme leadership, bon travail de conscientisation,
et nous fait avec eux, qui fait que yo prend conscience beaucoup plus que la répression, et puis yo pote comme ça, bah, nous. Et ni en Haïti, ni pays étranger. Et dernière fois, moi, on est qui a étudié en Angleterre, qui finit payer Corém déjà, tout saisi, moi, monsieur, vous voyez quoi? Monsieur dit ça t'a fait le mal. Pour le tas, Jean Frel seul, haïtien, pas gain accès à l'université, pour aujourd'hui, à le pour le bataille. Donc, c'est ça qui est plus important. Façon qu'à mobiliser, pas quoi que jeunesse haïtienne n'a pas voulu, les refuser, moi, je crois que c'est Jean nous encadrer qui a fait le fait. Nous, importance Gary, le panel de la journée, Patrick, comment on va le faire avec $2,000? Bon, on mettre $5,000 pour une année. Pour parler de compétition, vous parlez de MIT là, c'est plus haut niveau. Comme dans un apprendre, par contre, une tech du côté de la République dominicaine, comment vous voulez vous-même là, les qualités d'ambition, ça va former mon intelligence artificielle, l'informatique, l'analytique, dans le big data. Est-ce que ce n'est pas du monde qui a fait Brésil a participé à l'Argentine, après d'avoir équipé des flèches noires, des bombes de police, participer dans le championnat ça? Comment arriver à des compétitions avec ça, ça coûte vraiment pour capable préparer les employés du 21e siècle, paquet politique pour exister. Comment vous même avec petit monde $2,000 et parfois, que c'est l'examen qui arrive, pour faire pression et bien leur faire petit monde capable de payer. Comment arriver à faire? On a fait un petit calcul il y a 1 an et demi de ça. Le calcul le résultat que je vais te donner concerne les îles. Je ne peux pas parler pour les autres. Pour se retrouver dans un scénario idéal dans lequel on dépend presque entièrement des scolarités étudiantes, il faudrait que les étudiants payent à peu près $10,000 par an pour avoir une formation, je dirais, qui commence à être de qualité à peu près comparable en termes d'infrastructure, enfin en termes de tous les aménagements qu'il faut que vous connaissez. Le modèle, la particularité là pour moi, ça coûte $10,000 pour au moins produit qualité. Et ça. À 2,000, donc un gap de 8,000 à remplir. Voilà, on peut toujours se plaindre que l'éducation en Haïti, que les universités ne sont pas bonnes, qu'elles ont tous les défauts du monde, etc. Et certainement parfois avec de bonnes raisons, mais la réalité est qu'il est difficile d'imaginer qu'un établissement d'enseignement supérieur aujourd'hui demande $10,000 à ses étudiants pour une année. Je pense que ça sera extrêmement difficile. Mais c'est quand même paradoxal parce qu'à côté, tu as mentionné tout à l'heure la République dominicaine. Et la République dominicaine, nous le savons, il y a une étude qui a été faite par l'UNDH qui remonte déjà à pas mal d'années, qui estimait à l'époque à $200 millions la quantité d'argent déversée par les Haïtiens, par les jeunes Haïtiens en République dominicaine, dans les universités et dans les établissements de formation professionnelle confondus. $200 millions. Et la population, le profil de l'étudiant qui quitte Haïti pour partir en République dominicaine, en général, c'est la classe moyenne, c'est-à-dire ce sont à peu près les mêmes profils que nous avons dans nos universités privées, c'est-à-dire qu'ils ont, ou leurs familles ont un petit pouvoir d'achat, ils sont pas assez solides économiquement pour partir en France, par exemple, ou aux États-Unis ou au Canada, donc ils vont en République dominicaine. Et la République dominicaine capte énormément de ces jeunes. Et l'une des raisons pour lesquelles ils partent, ce n'est pas tellement la qualité des cours, le niveau des profs, etc., c'est plus la qualité des infrastructures. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'expérience qu'on voit de notre prisme à nous, c'est qu'on peut parler d'éducation, d'enseignement supérieur à longueur de journée, il y a des investissements massifs à faire dedans. Et la formation à distance ne compensera pas ça, certainement pas, bien au contraire. Donc, on a des investissements massifs à faire, comme tu l'as dit tout à l'heure, comment créer ce gap, comment combler ce gap de 2,000 à 10,000, mais peut-être que notre établissement te dira pour lui, peut-être qu'en faculté de médecine, par exemple, c'est 20,000 ou 30,000 ou 40,000, je ne sais pas, pour avoir une formation en médecine de qualité comparable à ce que tu trouverais en France, aux États-Unis, au Canada ou dans n'importe quel pays développé. Mais pour nous, on a estimé à peu près à ce montant. Donc, si tu veux, si on poursuit le raisonnement entreprise que tu avais commencé à faire tout à l'heure, dans une entreprise, lorsque tu as des moyens qui sont faibles, tu vas les investir de manière très ciblée, comme un laser, sur les choses que tu estimes qui vont te rapporter le plus vite et le plus possible. Et aujourd'hui,
c'est pour ça que nous essayons de mettre en place ces processus de développement de capacités aussi rapides que possible dans des technologies à très forte valeur ajoutée pour lesquelles beaucoup de pays sont en train de se positionner aujourd'hui, hein, un peu comme nous. Et donc, il y a des places à prendre. Et il y a non seulement des places à prendre, et je peux te dire que, par exemple, en réalité virtuelle, nous avons pu lever l'année dernière environ 50 000 $ avec nos partenaires. Ce n'est pas des capitaux risques, ce n'est pas des entreprises, ce sont des bailleurs, ce sont des organisations internationales qui nous ont aidés et qui croient dans l'opportunité d'investir dans ces technologies. Donc là aussi, je ne dirais pas qu'il y a de l'argent au sens Silicon Valley du terme, mais il y a de l'argent, il y a des bailleurs, il y a des organisations internationales qui sont prêtes éventuellement à tenter l'expérience. Et donc, pour développer ces capacités, on peut aller très vite au niveau de la formation professionnelle, c'est-à-dire des bootcamps de 3-4 mois. On l'a fait en blockchain, on l'a fait en data science, on est en train de le faire en réalité virtuelle et réalité augmentée, et les résultats sont là. Les jeunes qui sortent sont très, très bons. Maintenant, après, la deuxième étape, c'est de capter les opportunités. Je vais te donner un exemple. Par exemple, on a eu d'un contact au Canada qui est un chasseur de têtes, qui est en train de chercher des têtes en Haïti. On le sait, le Canada absorbe pas mal de nos têtes en Haïti, mais la réalité est qu'ils ont estimé à 8 000 pour 2023 la quantité d'ingénieurs dont ils ont besoin capables de faire du développement front-end et back-end. Et ils sont prêts à leur donner du travail à distance. Ça veut dire que ce ne sont pas nécessairement des ressources humaines que nous formons qui vont partir, certaines d'entre eux probablement, mais beaucoup d'entre elles auront du travail à distance très, très bien payé. Donc, il faut aussi regarder global, former des gens localement, mais sur des technologies qui ont un très fort retour sur investissement. Par exemple, en réalité virtuelle, de nombreux chiffres varient autour de 500 milliards de dollars pour 2026 en termes de marché. Donc, c'est quand même des choses intéressantes à regarder, même si c'est 300 dans certains cas, 700 dans d'autres, 200 dans… C'est quand même un marché qui croît de manière exponentielle. Donc, il y a des opportunités ici, mais il y a du travail à faire. Et ce que nous avons constaté aussi, c'est que d'investir dans ces opportunités nous amène presque naturellement à trouver des financements pour investir dans des doctorats. C'est-à-dire que les ressources qui sont professionnellement formées dans ces secteurs arrivent à un moment donné, dans le cadre de projets et de contacts avec certains partenaires universitaires, à se faire financer des thèses de doctorat dans ce domaine. Ça veut dire que nous avons constaté qu'en investissant dans cette formation professionnelle à très forte valeur ajoutée, nous arrivons à un moment donné à trouver des financements maintenant pour monter encore en puissance et après quelques années produire des docteurs dans ces secteurs. Mais évidemment, ça oblige à être très focus, c'est-à-dire on est laser focus, comme ils disent en anglais. On ne peut pas être bon dans tout, développer des choses dans tout. On doit choisir des secteurs. Et pour terminer, je voudrais faire une précision sur ce que disait Gary tout à l'heure. HELP, qui est une organisation, si tu veux, dans notre écosystème extrêmement importante dans le sens où il contribue à former une élite. Je sais que le mot élite en politique est très souvent péjoratif, mais je l'utilise dans le sens où cette élite qui va amener les autres aussi à évoluer comme eux. C'est dans ce sens que je parle de l'élite. Et HELP, par leur mode de sélection, par la qualité des gens qu'ils envoient, contribue à former une élite. Et Haïti est un petit pays. Une élite probablement de quelques centaines ou quelques milliers de personnes permettrait probablement de changer beaucoup de choses dans ce pays. On a parlé d'économie et finances et la rééducation supérieure là. Et des chiffres qui avancent là, 200 millions de dollars américains qui allaient vers la République dominicaine. Si nous apprenons les États-Unis, les haïtiens, pour le Philippines, il y a l'étudier, il y a le Canada, il y a l'Europe. Donc là, on a parlé de 400-500 millions de dollars américains de l'argent qui a sorti dans le pays pour la formation supérieure. Donc on a parlé de 400 millions, 500 millions pour faire produits alimentaires à côté. Donc si on additionne les 200-500, ça va avoir 1 milliard de dollars. Et permets-moi de faire, excuse-moi Kessner, excuse-moi de t'interrompre. Permets-moi de faire un petit bémol. Tu as raison, il y a effectivement 500 millions, 1 milliard de dollars, c'est vraiment des chiffres énormes. Mais cet argent ne peut être capté que si nous faisons des investissements massifs dans la qualité de nos prestations et de nos infrastructures. Ils ne reviendront pas comme ça naturellement. Donc, il y a d'abord un homework, en quelque sorte, un préalable à mettre en place
pour dire, voilà, nous sommes prêts à capter une partie de ces fonds et donc qui serviront éventuellement à rendre l'écosystème d'investissement rentable sur le long terme. Je voulais juste faire cette parenthèse. Pas oublier, Gary dit ça coûte à peu près 2 000 $, ou même on dit que si tu as 10 000 $, t'as bon, différence 8 000 $, ça, mais ça le bon comme résultat de 500 millions $, ça. Et si nous produisons qualitativement, il a augmenté la production de là, il a réduit son série de bagages que nous avons besoin de. Donc, c'est ça un petit peu, ça, les balances commerciales, balances de paiement, que vous comprenez que l'éducation est particulièrement supérieure, et vous trouvez l'ensemble de bons déséquilibres que nous avons dans la macroéconomie. Donc, si nous parlons de ça, ça va être extrêmement difficile. Donc, lorsqu'on a fait de taux d'inflation, on a fait de taux de change, des problèmes là. Et ce n'est pas sans raison qu'on ne fait pas ça, notamment de ça, l'éducation supérieure de faire dans le bagage financier. Donc, nous voyons qui résultat que le bail, variable dépendante, donc on va agir sur variable indépendante pour nous avancer. Gary n'a pas nous même. On n'a pas dit un bagage tout, oui. Qualitativement, comme nous que l'université haïtienne, tout au moins, l'université que nous dit la ESI, qui a Notre-Dame, est très bon en termes de formation. En cas d'étudiants help aller aux États-Unis, ils joignent équivalence pour le travail qui fait en Haïti. Et m'dabdou ça déjà, il y a un étudiant qui fini qui a, l'arrivée aux États-Unis, tout crédit te gagne, yo prend. Et je dis à moi tout que monsieur fait un doctorat dans biologie moléculaire côté que monsieur a tenté de résoudre maladie de Parkinson. Donc, mais de qualité que monsieur vini, monsieur a dirigé un laboratoire qu'on y a là. Moi dis monsieur, est-ce qu'on va retourner à Haïti? Je dis, mon cher, je besoin réfléchir en pile. Et moi, il y a un autre étudiant qui finit en France, monsieur font post-doctorat, monsieur retourne en Haïti, monsieur vient travailler, monsieur dit, parce que nous t'ai toujours demandé ça, nous pas qu'à renforcer ça, nous t'ai demandé, il faut que retourne vienne payer un coup de main. Monsieur dit, il travaille à l'école normale. Monsieur dit, il fait 6 mois, il travaille, il va recevoir un chèque. Finalement, il est obligé de retourner en France encore. Donc, tout ça, c'est de gros problèmes macro qui doit poser. C'est mon nouveau qui a la formation, qui a une volonté pour tourner. Est-ce que nous avons une capacité pour absorber? Et je connais en pile fois, l'État voyait en pile mon à l'étudier, et puis là, il retourne. Haïti a une difficulté pour absorber par rapport avec qualité étudiant faire. Par rapport avec qualité études faire et puis pas de moyens tout financier pour absorber mon ça. Je pense que besoin d'une réflexion qui fait dans niveau ça. Non, tout environnement écosystème non. Mais comme nous avons politique c'est exporter c'est pas exporter bien bien agricole. Si nous faisons masse critique tout, c'est pas un problème si bien calé non. Mais si nous faisons le plus possible, donc sacré à tout capable de bonne qualité. Et chaque sortie, puisque le calvo est l'argent tourné, donc transfert va augmenter tout. Et si le capable de support l'esprit à l'esprit comme si il était bon bagaille, parce que c'est ça pour comprendre. On peut mettre 5 formes en Haïti, pas seulement à l'université d'État, que dans l'université de Notre-Dame, que vous connaissez très bien. Regardez ça, vous payez pour faire formation ça. Quand il y a l'air aux États-Unis, vous connaissez une discrimination faite sur le marché. Parce que si on a étudié médecine aux États-Unis, il doit savoir pas gagner. Et puis on a travaillé pour remettre. Donc, comment pour être capable, à travers la plateforme pour là, être capable de porter l'argent en retour pour qu'on soit capable d'aider chaque pakapati et pour payer à améliorer. Donc, il faut suspendre à faire division université privée contre université publique parce que le savoir, l'éducation supérieure, c'est un bien public. Qui sont tirés, il ne va pas dire non, c'est dans ce sujet, banque c'est dans l'unique, banque c'est dans la capitale, banque c'est dans le travail, parce que le travail, le ministère des Finances. Et voilà, le deuxième monde, ça. Donc, c'est comment éviter cette histoire et que je dis, il n'y a pas de goût dans le budget de l'État qui allait vers les universités privées. Donc, comment créer ça, une plateforme pour mieux placer pour valider ça, puisqu'il y a un rapport, parce que quelqu'un qui a pour 3 millions de dollars américains, pour pas dire que ça passe pendant l'année. Comment on a mobilisé des fonds pour passer sur la plateforme et même dans le budget de l'État, tout a dit, ok, d'accord,
l'université publique n'a pas aujourd'hui à répondre à demande qui est, d'ailleurs, par exemple, l'école informatique de haut niveau qui a produit le 21e siècle là, comment on a lâché service ça aujourd'hui dans l'université privée, mais en mettant toute une série d'exigences, mais qui sont bail en retour en quelque sorte. La petite question, ça c'est pour est-ce que tu as prêt pour recevoir type de fonds à travers une plateforme de cours et help pour que tu sois capable de réduire le nombre de petits monde qui viennent de l'université pas de l'université. Est-ce que ça est capable de faire ça? Tu peux répéter la question, Kessner? Je t'ai perdu quelques secondes, s'il te plaît. La question, c'est de savoir est-ce que tu es prêt à travers la plateforme que Diabo déjà, supposez que l'État a dit bon, chaque année, je retire mon cob pour mettre la plateforme pour prendre des étudiants publics pour nous et qui est capable peut-être de certaines discriminations par rapport à privé. Est-ce qu'on est capable de faire un service comme ça pour l'argent à rentrer et on faire un service de qualité et une masse critique qui est nécessaire? J'espère avoir compris ta question, Kessner, tu me diras si ce n'est pas le cas. Je crois qu'aujourd'hui, tout investissement que l'État… Tu sais, on est un petit peu dans une situation entre les deux. C'est-à-dire que l'État finance un petit peu le public, mais pas assez. Les institutions font payer des scolarités, donc les institutions privées, en l'occurrence, font payer des scolarités aux étudiants, mais pas suffisamment pour qu'elles puissent vraiment offrir la qualité internationale dont on aurait besoin. On est vraiment un petit peu aujourd'hui entre les deux. Si l'État maintenant met des fonds, met de l'argent pour les établissements, pour développer des compétences, je crois qu'il faut que ces fonds, qu'on s'assure qu'il y ait un retour sur investissement de ces fonds. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont je verrai les choses, c'est que les fonds seraient utilisés pour faire deux choses en parallèle. Pour former professionnellement une masse critique de jeunes capables non seulement de travailler localement, puisque si tu formes des gens en data science, on en a besoin. Le marché commence localement à se développer dans ce secteur. Mais pour qu'ils soient capables aussi, en termes de qualité, de capter les opportunités qui sont à l'extérieur. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est la première extrémité de la chaîne. L'autre extrémité de la chaîne, c'est la recherche. C'est de développer des gens qui sont capables de produire de la valeur ajoutée, de produire du savoir-faire, de produire de la connaissance, mais de la connaissance qui peut être traduite en entreprise, en valeur ajoutée, en termes de développement économique. Et ça, je dirais, ce sont les deux challenges. Donc, si on devait capter des fonds aujourd'hui, oui, certainement, on saurait quoi faire avec, et probablement qu'on les utiliserait sur les deux extrémités de la chaîne, former sur des choses à très forte valeur ajoutée, des compétences, et puis former toujours sur de la très forte valeur ajoutée des compétences, mais au niveau doctorat, recherche, pour pouvoir capter, par exemple, l'Union européenne a des dizaines de millions d'euros d'appels à propositions de financement sur des domaines comme l'intelligence artificielle. Gary parlait de biologie moléculaire tout à l'heure. Comment est-ce que nous, on peut capter ces fonds aussi? Parce qu'il suffirait d'avoir de réussir 2 ou 3 de ces appels à propositions pour changer énormément de choses, financer des laboratoires de recherche, etc. etc. Donc aujourd'hui, le ciblage de ces fonds vers quelque chose qui a un retour sur investissement est extrêmement important parce qu'on n'a pas les moyens encore de gaspiller de l'argent sur des choses qui n'ont pas de retour ou qui en ont très peu. Donc, c'est ça. Et maintenant, la dernière chose, c'est que lorsqu'on forme des docteurs, et Gary l'a indirectement mentionné tout à l'heure, on se préoccupe de financer leur formation pour qu'ils arrivent jusqu'au doctorat, mais en général, le reste de la chaîne, on le néglige. C'est-à-dire, comment le faire retourner et comment le faire rester en Haïti. Pour le faire retourner, il faut qu'il ait un salaire qui soit correct, il faut qu'il ait un laboratoire qui lui permet de rester compétitif. N'oublie pas que quelqu'un qui a un doctorat, si après 3-4 ans ou même 2-3 ans, il n'a pas fait de publication, je dirais, sur le marché de la recherche, il ne vaut plus grand-chose. Donc, ça, pour le faire retourner. Après, pour le faire rester, il faut qu'il y ait un modèle économique qui puisse continuer à le payer, etc. Et pour ça, il faut qu'il s'engage lui aussi à contribuer à produire cette valeur qui va permettre d'avoir le modèle du MIT, d'une certaine manière, de vendre ce savoir-faire que nous avons développé. Je pense que le challenge, il est dans la modélisation de cette chose-là, 2 extrémités, sachant qu'une est à court terme
et que l'autre est à moyen, je ne dis pas long terme, mais à moyen terme, mais qu'il faut bien mettre en place les modèles pour savoir dans quel secteur on va le faire. Et maintenant, je dirais qu'à l'échelle nationale, ça nous amène comment dire, à mentionner quelque chose, je pense, qui est important et que nous n'avons pas, et que Haïti est le seul pays de la Caraïbe à ne pas avoir, c'est une stratégie pays pour la science et la technologie, qui fait que les investissements ne sont pas fléchés, les priorités ne sont pas définies, les solutions que nous voulons mettre en place ne sont pas définies, ce qui permettrait d'avoir comment dire, une politique au niveau de l'État pour financer maintenant l'enseignement supérieur sur des secteurs qui sont stratégiques et importants pour le pays et pour lesquels il y aura un retour sur investissement parce que le local en a besoin et donc paiera le savoir-faire, mais l'international aussi en a besoin et paiera le savoir-faire. Je peux donner un exemple que nous connaissons tous. Nous avons chez nous, ce n'est pas le seul, mais nous avons chez nous un spécialiste de la qualité de l'eau qui est le Dr Evans Emmanuel, qui est un ancien de Quisqueya, qui est un expert de classe internationale qui devrait faire des consultations à 1 000, 2 000 $ par jour dans le monde entier. Haïti devrait être aujourd'hui une des bases, je dirais, d'expertise de l'analyse de la qualité de l'eau, ce qui est la spécialité de Evans. Maintenant, la question, c'est comment permettre à ce genre de compétences de s'entourer d'un écosystème, d'une infrastructure, d'équipement, de personnel, lui permettant d'être effectivement productif au même titre qu'un laboratoire européen, américain, canadien ou autre. Gary, on a fini là. Et avant, je voulais enchaîner après Patrick. Et il y a un aspect extrêmement important. Bon, je crois que Christian, il faudrait une émission. C'est l'aspect légal. Quand vous parlez de retour, comment, parce que c'est évident, c'est pas facile que les gens voudraient retourner ce qu'ils avaient reçu. Maintenant, comment légalement on peut mettre une infrastructure, une structure permettant aux gens, quand ils s'engagent, maintenant, pas seulement sur le plan local, mais même au niveau international, quand ils s'engagent, comment maintenant ils doivent retourner ce qu'ils ont reçu. Donc, on a employé des stratégies à HELP, dont je garde le secret pour l'instant, mais c'est extrêmement important. Maintenant, sur quelle base fonctionne l'université? C'est extrêmement important parce qu'on parle de, nous parlons d'un pile bagaille que nous avons fait, mais si citoyen qui a formation, qui allait étudier, sur qui base la tourner, comment on fait le tourner, qui loi, qui principe nous gagnons pour faire le tourner. Pour moi-même, je souhaite ou inviter de avocats, etc., viennent parler sur l'aspect légal dans l'enseignement supérieur. Les acteurs politiques également, parce qu'on parle des politiques publiques, de l'éducation, qui est différents secteurs, l'éducation fondamentale, l'éducation secondaire, l'éducation supérieure, qu'on ne choisit pas les médias là. Donc, Kessner, vas-y. Si tu me permets, juste pour étayer ce que vient de dire Gary, je voudrais partager une autre slide, si tu me donnes 30 secondes. Cette diapo date, si je ne dis pas de bêtises, de 2008 à 2013, donc elle est relativement ancienne. C'est le nombre de patentes produites par la Caraïbe. Et pour ajouter sur ce que disait Gary tout à l'heure, la valeur d'une entreprise aujourd'hui dans les sciences et les technologies, c'est le savoir-faire, c'est ce qu'elle produit comme connaissance, ce sont les patentes en général et sa propriété intellectuelle. Jetons un coup d'œil là-dessus. Entre 2008 et 2013, c'est un rapport d'un document qui s'appelle le UNESCO Science Report, qu'on peut trouver en ligne. Regardons les conclusions qui sont à droite. Sur une période de 5 ans, 9 pays de la Caraïbe ont produit un total de 134 patentes qui sont estimées à une valeur de 190 millions de $, donc sur de l'exportation, c'est-à-dire qu'on exporte du savoir-faire produit. Ça nous fait, à l'échelle de 9 pays de la Caraïbe, les plus gros étant dedans, à l'échelle de 9 pays de la Caraïbe, une moyenne de 3 patentes par pays et par an, c'est-à-dire une moyenne de 4 millions de $ américains par pays par an. De quel développement économique on parle? Je dirais même à l'échelle de la Caraïbe, lorsqu'on est dans ces chiffres-là. Je ne vois pas comment on peut mettre en place des politiques sans prendre ceci en compte, en pensant qu'on va développer quoi que ce soit.
Si tu compares avec le Chili en 2013, déjà en 2013, le Chili avait à peu près 1000 patentes. 1000 patentes déjà en 2013 pour une population de 17 millions d'habitants, qui est presque un peu plus de, pas le double, mais un peu moins du double de la population d'Haïti. Donc, ce n'est pas une population non plus faramineuse. Je voudrais partager une dernière slide qui est intéressante et je la partage avec des pincettes. Est-ce que vous la voyez, la slide stats? OK. Cette slide, c'est une étude qui a été faite par un prof de psychologie britannique et un prof de sciences politiques finlandais. Je la partage avec des pincettes parce qu'elle peut être mal interprétée. C'est une tentative d'évaluation du quotient intellectuel d'une population. Ça ne veut pas dire qu'une population est moins intelligente qu'une autre, en aucun cas. Ça veut dire tout simplement qu'une population est mieux préparée en général grâce aux facteurs qualité, éducation et enseignement supérieur qu'une autre pour aborder certains problèmes. En fait, c'est comme ça qu'il faut l'apprendre. Ce qui est intéressant dans ce classement, il y a environ une centaine de pays. Si tu regardes les 6 premiers pays, tu vois d'où ils sont? Asie. Ce sont tous des pays asiatiques. Hong Kong, Singapour, Corée du Sud, Japon, Chine, Taïwan. Donc, ce sont des pays qui sont estimés comme ayant un quotient intellectuel à l'échelle d'une population, je répète, pas à l'échelle des individus, qui sont parmi les plus élevés. Et ils ont tous une chose en commun. C'est un investissement massif dès le plus jeune âge, dès le primaire, dans les sciences et les technologies, et en particulier dans les mathématiques. Elles ont toutes ceci en commun. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant de voir ça, parce que ça montre pour plusieurs pays, quand même pas un seul, une tendance que investir dans les sciences et la technologie permet d'atteindre un développement économique. Quelque part, il y a en tout cas une corrélation, puisque tous ces pays sont considérés comme des pays ayant une très forte croissance économique, certains depuis plus longtemps que d'autres, mais on peut prendre ici, par exemple, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, qui sont des pays qui ont toujours investi, et Singapour peut-être un peu plus récemment, mais qui ont toujours investi massivement dans les sciences. Et donc, juste en conclusion, pour dire que je ne pense pas qu'on devrait dissocier aujourd'hui le discours économique du discours scientifique. Le discours économique devrait être forcément aujourd'hui associé à sa corrélation avec les sciences. Et le message serait que pas de développement scientifique égale pas de développement économique. Et très franchement, je cherche des pays qui sont des contre-exemples de ce que je dis. Je n'en ai pas trouvé. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait quand même réfléchir, je t'avoue, et ça m'a donné peut-être des éléments de réflexion. Voilà. Ça nous met exactement dans l'économie du savoir, l'économie de la connaissance, ça qui a dominé le 21e siècle là, supporté par les technologies de l'information et de la communication, la numérisation, nous parlons d'alphabétisation. Bon, pas de besoin de mettre là, nous paraît en bas. Et si mal graphique ça et tableau ça mal comparé avec indice développement humain, malgré des PIB, on a une corrélation parfaite en quelque sorte. Donc, je dis, il y a des rapports Shanghai là, qui fait des classements universités au niveau mondial, il faut regarder comment on a positionné le type de rapport. Là, on a fini avant là, et on finit avec le panel là, et où tu vas gérer près de 3 millions de dollars américains. Sommaire, ce n'est pas seulement en demande de là, il y a à travers le monde, il y a ici qui regardent nous, il y a pile qui bénéficient, soit de l'éducation publique qui est passée dans le lycée, qui est passée dans l'université de l'État, et qui bénéficient de help. Comment mon société a dit, ah, nous allons faire un bagage en retour, nous allons faire 1 000 dollars, nous allons faire 5 000 dollars, nous allons faire 10 000 dollars. Est-ce que son bagage est capable de gérer ou même au niveau de parler de help, pour nous être capable de supporter l'argent ça avec toute transparence pour nous publier et pour nous supporter particulièrement les parties quartiers pour être capable peut-être allons de l'autre côté, à fonctionner, faire notre activité, mais là, le risque là, c'est ça le fait. Comment vous avez jeunesse là, nous dire espoir ça à travers l'éducation. Mais on l'a jeune qui a mobilisé, pas dire l'État n'a pas besoin de parler, mais pour les gens qui bénéficient de l'école, pas seulement publique là, non, mais même de l'école catholique, café, on fait études, on va études surveillées, toute étude, mais 12 gouttes chaque 3 mois, qui manque 4 gouttes.
Même dans le 6e secondaire, je vais appeler comme là, on va me donner 30 gouttes pour l'école frère. Ça, c'est subvention et tout. Pour qualité, nous venons ça en retour. Je dis à nous jouer ça à pays. Comment une plateforme comme ça, même gens, c'est pour lui qui fait le secondaire là et le fondamental là, comment plateforme université supérieure, comment on est capable de faire ça et comment est-ce que vous pouvez gérer 20 millions de dollars? Je vais oublier de dire Digicel pendant parler là. Pour si mon Digicel a fait ça, parce que même ils ont encadré étudiants qui sont en phase mémoire de sortie qu'on est nous université A. Bon, heureusement Patrick il y a une façon de gérer question. Donc étudiants ils ont fait projet mais à faire mémoire de sortie à son tête chargée. Donc Digicel obligé de sponsoriser, nous obligé de mettre nos structures en place pour gérer question ça. Bon, système help là, help petit, mais il est très complexe. Premier côté pour regarder d'abord, avant que tu prenne 20 millions de dollars, il faut regarder combien d'étudiants, pas plus combien d'étudiants, ou bien conseillers, ou bien cours, ou besoin de ressources humaines, ou besoin de ressources humaines, ou besoin d'infrastructures. Comme entreprise oui, absolument. Non, absolument. Donc, ça, c'est des choses qui m'ont des analyses. Comme nous avons développé un plan stratégique sur 5 ans. Mais après, nous venons réfléchir, nous croyons que nous avons besoin de travailler avec l'université. HEP fait fondation, nous fait consolidation, ça veut dire nous maîtriser ça qu'on fait là aujourd'hui. Nous confère, nous avons une phase d'expansion. Ça veut dire les phases d'expansion, nous voulons que nous ne pas tout ça là, nous avons un petit groupe parce que nous ne pas créer une élite que élite là pour absorber, qui va reproduire exactement et ça qu'a fait aujourd'hui. Combien de monde là et combien de monde bénéficie de gens de bénéficier? Bon, pour qu'on y a, nous avons à peu près 150 étudiants dans le programme, non. Mais nous pas pour ça, nous pas qu'à 150 personnes. Nous prêts pour nous travailler avec l'université au côté, ça n'a pas là. Par exemple, si eux, ils manquent quelques bagages, bon, on va dire pas gain leadership, bon, et si c'est champion en informatique, et si ils veulent développer cours anglais, non, je nous fais là. Nous prêts pour nous partager ça avec elle, pour ce n'est pas 150 personnes seulement qui ont accès à elle, nous voulons faire une massification de ça nous-mêmes, nous produit avec elle. Dis-vous que je dis, nous avons géré 20 millions de dollars, la demande mon réflexion, demande de travail, demande un pile de réflexion. Parce que nous avons 3 millions, de 3 qu'on y a là, 17 millions pour ajouter, ça demande un gros travail, une grosse réflexion, que pas avec les arts, pas dire qu'à faire. Non, l'image de réflexion. C'est type à type, et donc pour nous faire comme ça, l'image de que nous travaillons avec partenaires, nous avons besoin d'engager consultants, nous avons besoin d'augmenter professeurs, augmenter conseillers pour étudiants, etc. Et augmenter services surtout que nous avons pour étudiants. Nous avons type à type. Nous avons fait on passe des entreprises côté à $100, première fois de recevoir l'argent, moyenne, et peut-être une grande entreprise, une grande organisation qui va recevoir l'argent. Ça veut dire, et comme tu as commencé, prendre tout, étudiant mieux l'autre bord, me faire retourner. Moi, de retourner et j'en dis, créons un écosystème pour le travail, parce que je ne peux pas prendre un nègre qui chef au laboratoire, et puis qu'on y a, je vais mettre là, il va pas vérifier, il va avoir machine. Il y a un niveau de vie, il y a un standard de vie que je besoin de. Donc, je ne vais pas dire que je vais 20 millions, mais petit à petit, je vais avancer. Donc, Gary, bonne adresse Internet ou bon site là, parce que des gens qui regardent dans l'extérieur, qui ont besoin de contact avec eux. Help, c'est www.uhelp.net. www.uhelp.net. OK. Bon, email PAM, c'est gdelis, comme Gary Delis, gdelis@uhelp.net. Merci beaucoup. Nous allons finir avec inscription le 30. Donc, nous avons encouragé les gens qui peuvent inscrire pour inscrire dans cette semaine, la dernière semaine. Excusez-moi si je prends si ça. Nous avons besoin de jeunes, plus jeunes rentrer dans le programme. Patrick, compliment pour le dernier site Internet qui font bel lavage, bel nettoyage, bonne adresse site Internet et EZIA, parce que je suis que quelqu'un à l'extérieur, tu as bien un contact avec nous. Donc, comment vous pouvez prendre contact avec vous? Oui, je l'ai mise dans le chat, donc c'est esih.edu. esih.edu.
Le site est traduisible en anglais, français, espagnol et même en créole haïtien d'ailleurs. Et on a aussi un système de chat où ils peuvent entrer en communication avec nous directement. Donc, une fois qu'ils sont sur le site, ils trouveront le site. Voilà. Patrick Gattier, Gary Delis, merci beaucoup que nous ayons participé dans le sommet finance. Même d'inviter, nous sommes capables de dire ça, nous allons faire le sommet finance, mais nous, ouais, qui est important, si nous voulons résoudre des déséquilibres financiers, des équilibres macroéconomiques en pays, nous sommes obligés de passer par les universités pour nous préparer le capital humain. Merci et espérons que nous allons continuer à participer dans ce sommet parce que le financement est fondamental pour permettre que l'éducation ait une force dans cet espace dominé par la connaissance et le savoir. Merci.